Everbridge est heureux de vous présenter l'émission Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours, l'émission qui vous offre de découvrir les plus belles aventures professionnelles de directeur sécurité sûreté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un tête-à-tête avec le chef de groupe incendie et chargé de projet sécurité incendie au Muséum national d'histoire naturelle, Jean-Baptiste Talec. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Vous êtes jeune, 36 ans, un joli parcours déjà, on va le découvrir d'ici quelques instants. Merci. Avant de le détailler justement, comment vous définiriez votre tracé pour arriver si jeune à un poste important dans un lieu si prestigieux? Pas facile, parce que j'ai commencé un parcours qui a commencé très jeune, donc 20 ans, en tant que pompier volontaire, où j'ai commencé après à m'intéresser dans la sécurité, donc forcément en commençant en tant qu'agent de sécurité. Et les opportunités d'évoluer en évoluant d'agent sont extrêmement riches, mais vraiment, elles nécessitent vraiment un investissement. Et là-dessus, moi, ça m'a nécessité beaucoup de temps, beaucoup d'intérêt, la volonté de vouloir s'intéresser, de tomber dans des entreprises qui vous motivent. Et à partir du moment où vous êtes accompagné, c'est ça qui permet. C'est l'accompagnement qui permet aux jeunes d'avancer, de faire une belle carrière. Alors, Jean-Baptiste, vous êtes originaire d'où? Les Yvelines. Vous êtes resté toute votre jeunesse en Paris, région parisienne? C'est ça, là, un pur Parisien dans la région, parce que Paris ne s'arrête pas qu'intramuros, mais un pur Yvelinois ou Paris même. Vous nous disiez il y a quelques instants que vous avez été pompier, on va le détailler. C'était un rêve de gosse? Un rêve de gosse et initié aussi par la famille, fils d'un père qui était officier pompier volontaire. Mon frère est pompier professionnel aussi, donc forcément un virus qui a été injecté très jeune et donc auquel j'ai souscrit et qui m'a après lancé sur d'autres univers que je ne connaissais pas. La sécurité, je ne connaissais pas. Forcément, quand on est enfant, on ne connaît que les pompiers dans les camions rouges. Et donc voilà, donc c'était une aventure de famille. Alors, rapidement, vos études, vous passez un bac STI électronique en 2004, vous enquillez avec un BTS informatique, réseau industriel et systèmes techniques pendant 2 ans, puis justement, vous entrez chez les pompiers comme volontaire, en parallèle de votre carrière, on va le voir, parce que vous avez passé un long moment chez les pompiers, 2006-2019, donc il y avait cette envie de faire un petit peu comme papa, mais aussi de servir les concitoyens. C'est ça, je suis resté chez les pompiers aussi longtemps que je le pouvais. Et au bout d'un moment, c'est le temps qui me permettait plus de venir faire mes gardes en caserne, qui m'ont obligé à faire un choix. Mais sinon, je pensais que c'était au bout d'un moment que physiquement c'était éprouvant et fatigant. Non, c'était vraiment le principe que j'avais des engagements professionnels qui commençaient à me dire que je ne pouvais plus respecter mes plannings, mes gardes, et qu'au bout d'un moment, il faut quand même passer quelques heures à la maison. Quand même, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et ça m'a fait choisir entre les pompiers volontaires et ma vie professionnelle. Et je ne regrette pas ce choix, mais par contre, c'est vrai que le virus est toujours là. Vous étiez au sein du SDIS 78 au grade de sergent. Est-ce qu'il y a une ou deux expériences mémorables qu'on peut raconter à nos amis téléspectateurs? Des expériences mémorables, moi je me souviendrai toujours de ma première garde dès que j'ai fini ma formation initiale de sapeur-pompier. Eu l'occasion d'avoir un camion qui s'est emplafonné sous un pont SNCF. Le camion était trop haut, totalement décaloté au niveau de sa climatisation. Le chauffeur était pas spécialement au meilleur de sa forme, puisqu'on l'a retrouvé 1 heure après dans la forêt. Il se demandait pourquoi son camion brûlait. Ah d'accord, il a pris un petit choc. Et on avait passé, en fin de compte, le camion était réellement bloqué sous le pont, donc totalement une difficulté à accéder. Et ça a été ma première intervention incendie, une intervention qui a été du coup très très longue, parce que dès qu'on éteignait le feu, il recommençait. Et je pense que c'est peut-être l'un des feux qui m'ont le plus marqué. Alors, même si c'est pas le plus spectaculaire. Le plus spectaculaire. Vous avez donc commencé comme pompier volontaire en 2006 et en 2007, votre premier job en parallèle, vous êtes chef d'agrès de sécurité incendie industrielle chez PSA, Peugeot Citroën, jusqu'en 2015. Alors agrès, moi je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était des trucs dans les salles de gymnastique, mais rien à voir. Je crois que c'est responsable de la planification et de la gestion des activités du personnel armant son véhicule. En fin de compte, c'est le chef du véhicule.
Très bien, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus efficace que ce que je viens de dire. C'est D'accord. le chef d'agrès, c'est le chef d'un véhicule. Ça peut être un VSAV, une ambulance, ça peut être un fourgon, Oui. ça peut être une échelle. Oui. Un agrès, c'est un véhicule. Et dans ce cas de figure? Alors, à PSA, j'ai pas commencé directement chef d'agrès, j'ai Ouais. forcément commencé agent, et en fin de compte, c'était une usine qui est juste à côté de mon centre de secours, Oui. l'idéal. Parfait. Et forcément, beaucoup des personnes de la caserne étaient embauchées en sécurité interne à PSA Peugeot Citroën, Ouais. donc une entrée. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé là-bas, j'ai fait quelques belles années où j'ai fini en effet chef d'agrès à l'usine. Alors c'était un service sécurité et sûreté totalement maison. On était PSA Peugeot Citroën, et comme je vous le disais, c'est l'important, c'est d'être intéressé. C'est que là, c'est là où ça m'a vraiment fait découvrir la sécurité incendie. C'est que de fait d'être interne à une maison, d'être un service sécurité, on se sent concerné, on sent la volonté d'essayer de protéger, de prévenir, d'assurer. On a une réelle motivation et c'est réellement moteur dans la volonté d'apprendre. Et PSA, une usine qui fait la taille d'une ville, Ouais. était, Ouais. bon, on voyait de tout, on voyait du chimique, on voyait de l'industrie, c'est de l'industriel, de la logistique, de l'humain, du bureau, du social. Et enfin, c'est une ville avec 8000 personnes dedans, donc forcément. Une ville dans la ville, ouais. Voilà. Et ça a été une aventure qui, techniquement, je trouve a été la plus riche jusqu'à présent. Alors, c'est en 2015 que vous passez adjoint superviseur chef de site sécurité-sûreté dans une société de sécurité privée. Donc, ça va vous permettre d'avoir ce regard de la sécurité privée. En mission sur 4 sites ministériels à Paris. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère du Travail, celui des Sports. Combien d'agents de sécurité répartis sur les 4 sites environ? Au total, une cinquantaine. Une cinquantaine d'agents. Qui sont de l'interne ou non? Que c'était, là, je parlais que du prestataire. Prestataire. C'était une cinquantaine d'agents en sûreté et en sécurité qui font là-dessus, qui assurent des missions, forcément 24 heures sur 24 de protection et de sûreté, d'intervention au sein de ces bâtiments étatiques. Là, c'est une société de sécurité qui fournit ces 50 personnes ou vous faites appel à plusieurs? Il y avait 50, enfin, il y avait Mais pour environ une centaine. société de sécurité, pas plusieurs. Hein. Non. Alors, les missions, justement, qu'est-ce que ces agents font et qu'est-ce que vous devez y faire? Alors, pour moi, ce que les agents font, ça pouvait être du filtrage. Ouais. C'était du filtrage, du contrôle, du renseignement, mais aussi s'assurer la sécurité des accès et après la sécurité, tout ce qui est incendie. Donc, garder les PC, intervenir, faire les levées de doute, éviter des évacuations intempestives. Oui, parce que ce sont des sites sensibles, les ministères. Ça reste des établissements soit qui reçoivent du public ou alors qui ont du travail, mais ça reste avec des manifestations régulières et dans des endroits qui sont en plein milieu de la capitale. Donc après, à mon niveau à moi, c'était aussi un travail qui était formateur. Parce que ces agents, c'est des agents prestataires, et forcément, il faut les former. Les sites sensibles comme ça nécessitent un certain degré d'exigence. Oui. Et forcément, c'est au cadre, c'est au chef, c'est de former, d'accompagner, de sensibiliser ces agents pour qu'ils comprennent eux-mêmes là où ils se trouvent et qu'ils comprennent pourquoi le niveau est aussi exigeant et pourquoi est aussi serré. Et à partir du moment où l'agent il est sensibilisé et il comprend pourquoi il le fait d'une nature et avec le sourire. Est-ce que, en même temps que vous formez, entre autres ces agents, vous-même, vous êtes formé en parallèle? Bien sûr, parce qu'on apprend d'autant plus des personnes qu'on forme que nous-mêmes. On apprend forcément à maîtriser les équipements qu'on leur met à disposition, parce que si l'agent me pose une question que je ne sais absolument pas y répondre, c'est un peu ballot. Mais c'est surtout que humainement, c'est les agents qui nous font part de leur propre expérience, ils ont travaillé ailleurs, et ils sont capables de nous apporter nous-mêmes, déjà ne serait-ce que de manière andragogique, nous apporter Bien sûr. une expérience humaine importante. Quel lien, parce qu'on travaille avec des ministères, j'imagine qu'il y a inévitablement des liens avec les forces de sécurité publique? Là-dessus, elles étaient gérées principalement avec les entités de sécurité du ministère. Les ministères avaient leur propre aussi entité interne qui s'occupait de toutes les corrélations avec les forces publiques. Oui. Nous, on était vraiment logés sur la protection en soi des bâtiments et eux s'occupaient de la partie coordination du continuum avec les forces publiques. Mais en effet, elles étaient en perpétuellement là avec les forces d'accompagnement, l'accompagnement des personnalités et les manifestations. On rappelle qu'à cette époque, vous êtes employé par une société de sécurité privée, vous êtes prestataire. On est prestataire, on est lié à un contrat avec des missions bien précises et nous, on s'occupe principalement de nos missions.
Est-ce qu'en parallèle de ces 2 années, je crois, vous passez Un an. Un an, vous suivez vous-même des formations via votre entreprise de sécurité privée? Non, l'investissement, c'était une société qui venait de récupérer le marché en question. Oui. Donc c'était vraiment on se consacrait énormément aux attentes du client et à former pour obtenir la qualité désirée. Est-ce que vous avez travaillé sur les dossiers nouvelles technologies à cette époque-là? J'ai commencé à les apprendre. Maintenant, ce n'était pas à notre niveau, c'était pas sur notre investissement D'accord. qu'on était missionné sur D'accord. le contrat. Alors, un an plus tard, de 2016 à 2018, vous y restez 2 ans, vous passez coordinateur chef de site sécurité sûreté pour un site BNP Paribas, Paris Nord-Est, sur 8 bâtiments répartis en 6 sites, avec environ 10 000 occupants. On est donc plus sur un secteur public, mais privé et bancaire en plus, avec des missions, j'imagine, complètement différentes. Rien à voir. Rien à voir, totalement différentes, des attentes, des communications qui sont totalement différentes. C'est-à-dire? Disons que lorsque vous êtes des traders et que vous faites marcher le système bancaire, les exigences et les attentes sont presque dignes d'une star. Et pourtant, vous avez croisé des ministres dans les ministères, mais là, oui, les traders, c'est une tête au-dessus. Il y a 5 ministres, mais il y a des centaines et voire des milliers de traders. Ouais. Donc la masse fait que c'est beaucoup plus important, et c'est perpétuellement. Il y en a un qui passe, 3 minutes après, il y en a un deuxième qui arrive. Et j'avais la gestion, en effet, de la partie sûreté, de la partie sécurité, mais aussi de la partie cellule badge, donc qui fournit les accès, qui gère les accès. Et comme vous l'avez dit, sur 6 sites, plus de 8 bâtiments. Bon, au début, un peu moins, c'est qu'en fin de compte, on a acquis des bâtiments supplémentaires en cours. Donc, avec la partie construction, les nouveaux arrivants, qui forcément ne sont pas forcément contents de déménager de leur précédent site. Bien sûr. Et toute cette partie-là qui revient. Mais, alors, même si il y a beaucoup moins de contacts humains, il y a beaucoup plus de contacts, du coup, avec les sociétés partenaires. Parce que le fait d'ouvrir, à mon sens, lorsque je me suis retrouvé à gérer une cellule badge, où vraiment on gère les contrôles des accès et les accueils, on prend même à avoir un contact avec les embauches, avec les contrats, puisqu'en fin de compte, on est presque le premier élément que le nouvel employé, et aussi le dernier élément que le dernier employé quitte. Donc en fait, on est le point d'entrée, le point de départ de la société pour tous les nouveaux arrivants. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très très riche et qui apporte pas mal de valorisation pour les agents qui se rendent compte qu'en fin de compte, ils ne sont pas qu'un personnel à l'entrée d'un bâtiment ou que des personnels devant un PC qui court lorsque ça sonne, mais qui sont aussi un point de contact. C'est important de le souligner, ça, c'est le rapport humain. C'est le rapport humain. La sécurité, à l'heure actuelle, il y a la partie technologique, mais il y a aussi la partie humaine. On est incapable de séparer la partie humaine. Et la partie humaine, c'est quand même beaucoup d'effectifs, c'est beaucoup d'agents, surtout dans les gros sites. Et cette partie humaine-là, elle est totalement indispensable. Donc, chouchouter quelque part nos amis traders et protéger, bien évidemment, leur voiture de luxe. Oh, ils viennent pas en voiture de luxe. Paris, c'est trop compliqué pour circuler en voiture de luxe. On risque les rayures. En 2018, vous enchaînez avec le poste de directeur sécurité incendie de l'université Paris 13, qui dépend donc du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Comment s'est passé le recrutement là? Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Une annonce que le poste était vacant, donc tout simplement j'ai candidaté. J'avais été sensibilisé par une de mes amies qui, alors à l'époque, travaillait dans les œuvres d'art, enfin faisait des études dans les œuvres d'art. Oui. Donc elle m'emmenait régulièrement faire le tour des universités. Oui. Et du coup, ça m'avait un peu refait découvrir cette partie-là, puisque, comme vous l'avez souligné au début, l'université pure, je n'y étais jamais allé, donc j'ai découvert le milieu universitaire et j'ai surtout redécouvert le milieu de la recherche, qui est un monde que je côtoie encore maintenant, mais totalement exceptionnel, avec des comportements exceptionnels. Et en fin de compte, l'université de Paris 13, à ce moment-là, avait surtout besoin de quelqu'un qui savait gérer du multisite, parce que l'université Paris 13, maintenant Sorbonne Paris Nord, c'est 5 sites dans tout le nord de l'Île-de-France. C'est Vitaneuse, Bobigny, Saint-Denis. C'était Tolbiac, c'est ça? Paris 13, non, ça c'est Paris, Tolbiac. D'accord. Non, c'est tout ce qui est le nord. En fin de compte, c'est Vitaneuse, Bobigny, Saint-Denis, la Plaine Saint-Denis, Argenteuil. Donc en fin de compte, ce qui a beaucoup joué pour moi, je pense que c'est le fait de gérer du multisite à chaque fois depuis quelques temps. Et
Et le but, c'était de participer pour l'université à la remise en conforme. Alors, des scientifiques, des chercheurs, vous le disiez à l'instant, mais surtout 43 bâtiments, 32 établissements, 19 commissions de sécurité, 25 000 étudiants, 1500 enseignants, 950 centres administratifs, c'est ça ? Pas du tout. 950, je ne sais pas ce que c'est que le chiffre, c'est pas grave. C'est les personnels administratifs. Ah oui, ça fait 950 personnes administratives et 250 000 mètres carrés à couvrir. Donc là, c'est aussi une ville dans la ville, quelque part, mais dispatchée. Voilà, la ville, l'université de Villetaneuse représente presque un tiers de la ville de Villetaneuse. Pour donner un exemple, c'est gigantesque. Ouais. En effet, c'est une petite ville qui vit pareil, de jour et de nuit, parce que c'est de l'enseignement, mais c'est aussi de la recherche, des partenariats avec le CNRS, donc beaucoup de laboratoires qui viennent, des contrats. Et les chercheurs, la mentalité des chercheurs, c'est il faut faire avancer la recherche. Ouais. Il ne faut pas la freiner. Et ils sont vraiment investis et passionnés par leur thème. Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai challenge pour la sécurité, de pouvoir comprendre leur métier, ce qu'ils font, leur passion, pour pouvoir leur faire comprendre les besoins de sécurité. C'est un vrai navire de guerre étudiant, hein, et parmi les nombreuses missions que vous avez eues à gérer, j'en ai retenu quelques-unes, vous définissiez et organisiez la politique de sécurité au sein de l'université. Ça se fait avec qui, ça ? Alors, ça se fait principalement, dans un premier temps, avec le responsable de la partie patrimoine bâtimentaire. Parce que la sécurité incendie, c'est de la sécurité active avec les agents, mais c'est aussi de la sécurité passive, de faire respecter certaines règles. Et sur des bâtiments qui peuvent être vieillissants, avec une usure du personnel, vous l'avez souligné, du flux de personnes qui sont présents assez forte. C'est l'usure des bâtiments, pas du personnel. Non, pas du... Oh, quoique... Et scientifiques... voilà, ils sont tellement investis. Vous êtes rentrés depuis quand ? Ça fait 24 heures. Non. Ils sont les usures de bâtiments qui font qu'on y a besoin de les remonter, de relever le niveau, de les améliorer, de les faire correspondre maintenant aux besoins des chercheurs. Et donc, du coup, ça se fait déjà principalement avec le responsable du patrimoine, avec la direction générale de l'établissement, mais aussi, justement, avec les différents directeurs ou doyens d'unités de recherche pour pouvoir, comme je disais, faire une correspondance entre l'exploitation et le besoin et la nécessité, la réglementation. Vous faisiez également de la préconisation et de l'organisation de la sécurité événementielle. C'est quoi l'événementiel au sein d'une université ? Tout ce qui rentre pas dans de l'enseignement. Par exemple, ça peut être un forum, ça peut être un rassemblement, ça peut être un colloque, ça peut être un spectacle, ça peut être un rassemblement d'étudiants, ça peut être de l'allocation d'espace. Tout ça, en fin de compte, c'est une activité différente de l'activité habituelle et forcément, ça nécessite des demandes, des déclarations en préfecture et ça demande de mettre de mettre en place sur le terrain des moyens et des règles à tenir pour tout le monde, pour la sûreté et pour la sécurité incendie. Il y a beaucoup d'agents de sécurité au sein de cette université ? Oui, dans les différents campus. En sécurité incendie, c'était environ 3 ou 4 agents par site. D'accord. Et donc ça, c'est un lien aussi quotidien, donc j'imagine vous le déplaciez sur chaque site pour régulièrement... On a l'effectif minimum. Après, alors là, sur ce coup-là, c'est moi qui avais des prestataires. J'étais passé de l'autre côté. Et après, c'est le prestataire qui gère le planning de ses agents afin de s'assurer qu'il y ait en effet tous ces effectifs afin de permettre l'ouverture et l'exploitation des bâtiments. Parce que sans l'effectif, en effet, de sécurité incendie, on n'est pas forcément sûr de pouvoir ouvrir. Pour terminer sur cette période, quel lien vous avez eu avec les forces de sécurité publique, police ou gendarmerie ? Moi, j'ai principalement eu comme j'étais sur la partie sécurité incendie, principalement eu avec la BSPP, puisque ça restait des secteurs BSPP. Et c'était des échanges, de commencer à faire des visites, parce qu'il n'y en avait pas, pour pouvoir faire monter des exercices. Justement, il y a eu des exercices d'évacuation ? Non, on s'est principalement acté sur les visites. Alors les exercices d'évacuation, oui, il y en avait, mais en interne, pas fait avec les sapeurs-pompiers. On n'avait pas réussi à avoir cette synchrone. Déjà faire la visite, parce que déjà même pour eux, s'imprégner des différents accès du campus, venir dans les campus,
c'est quelque chose qui... Il y a un échange sur les plans aussi qui existe, hein, bien évidemment, pour faciliter les accès des pompiers, entre autres. Forcément. Les pompiers, un site comme Villetaneuse, en effet, c'est une ville. Il y a plusieurs accès. Il faut savoir où ils vont parce que... vite. Où ils vont vite. Je l'ai dit, il y a 4 personnes. Et forcément, il faut qu'ils puissent avoir une petite idée déjà de ce qui les attend et de comment s'orienter. Alors en 2019, vous arrivez responsable sécurité incendie, chargé de projet sécurité au Muséum d'histoire naturelle, Muséum national même. Là aussi, comment s'est passé le transfert de l'université au musée ? Mon ami qui faisait beaucoup dans les œuvres d'art m'avait vraiment sensibilisé à vouloir passer là-dessus. Et un poste au Muséum national d'histoire naturelle m'a tenté, on m'a même appelé. J'ai posé ma candidature. Au début, je pensais même pas être pris et j'étais rappelé bien plus tard. Et on m'a offert le poste et je suis arrivé. Et j'ai découvert. Au début, j'avais une idée comme beaucoup sur ce qu'était le muséum, la grande galerie de l'évolution, magnifique. Le jardin des plantes. Ouais. Mais en fin de compte, ce n'est qu'une infime partie, puisque le Muséum national d'histoire naturelle, ce sont 13 sites, 800 hectares, un campus universitaire, 190 bâtiments, dont certains qui sont classés monuments historiques, 3 parcs zoologiques, moi je n'en connaissais qu'un, vous allez me dire quels sont les autres, 1500 animaux, j'en avais compté 1328 la dernière fois que j'étais, il y en a plus, 10 musées, des installations classées pour la protection de l'environnement, 70 millions de collections nationales, donc finalement d'œuvres quelque part, et 8 millions de visiteurs par an. Oui, à peu près 8 millions, c'est principalement sur le jardin des plantes. On a une difficulté forcément au muséum de compter toutes les personnes qui viennent, parce que comme on reste un site qui est très ouvert au public, on n'a pas forcément le comptage de toutes les personnes qui ne prennent pas de billets. C'est 8 millions de gens qui ont pris des billets. billets. Ok, ces 3 parcs zoologiques, ce sont lesquels ? Parc zoologique de Vincennes. Ouais. Parc zoologique de la Haute-Touche, en dessous de Tours, pas très loin de Beauval. D'accord. Et en petit parc zoologique, la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est la deuxième plus ancienne d'Europe. Ouais, ok. Alors là, c'est des missions différentes, j'imagine, avec non seulement ces animaux, ces monuments historiques. Vous découvrez un univers qui est fascinant. Un panel, un arc-en-ciel de missions, un arc-en-ciel d'intérêts, où on garde la partie recherche. Ouais. La partie universitaire, tous les sites du muséum sont des universités qui sont sous leur bulle, sous leur franchise universitaire. Et en effet, déjà on découvre la partie animalière. Comme vous l'avez dit, rien qu'à la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est 600 animaux, au total 1500. Donc le bien-être des animaux, assurer leur sécurité, assurer le fait que les visiteurs puissent les découvrir en toute sérénité. Du coup, après, la partie collection nationale, 70 millions, en effet, c'est un chiffre qui est absolument astronomique. Ouais. Et le muséum, c'est quand même la 3e plus grosse collection d'histoire naturelle au monde. Ouais. Et en effet, sur des sites qui sont historiques, 32,5 hectares pour le Jardin des Plantes, c'est un quartier. Les parcs zoologiques, en termes de protection incendie, sécurité incendie, pardon, c'est différent, c'est particulier. Qu'est-ce que vous utilisez des éléphants comme extincteurs ? On en aura bien, on n'en a pas assez. Non, mais j'imagine c'est différent de la grande galerie de l'évolution ou d'autres choses. En fait, c'est différent dans les procédures à mettre en place. Le but là-dessus, c'est si en effet il y a un feu, déjà de l'éteindre si on peut le plus tôt possible, mais après c'est la sauvegarde du coup de la partie animalière. Donc, parce que c'est compliqué, et plus compliqué d'évacuer des animaux que des êtres humains. Exactement. C'est pour ça que c'est l'important d'essayer en effet de stopper, de limiter. Donc en fin de compte, là on rentre dans la partie passive, c'est-à-dire limiter les risques d'éclosion du feu. Et après de partir... On fait comment d'ailleurs ça ? Après ça reste dans de l'éducation. Éduquer le personnel, les soigneurs, tout le personnel administratif à avoir les bons gestes, les bonnes habitudes. Leur rappeler les consignes, les former aussi, et les former aux premières interventions. Et c'est également installer du matériel d'intervention au plus près des points stratégiques ? Partout, dès que c'est possible de les cacher, derrière un bosquet, à tout endroit, fournir le matériel de première intervention afin de permettre une intervention préalable. Et après, c'est d'organiser des rondes, des vérifications, des contrôles par-dessus les vérifications, afin de s'assurer de l'état optimum du dispositif et parfois de mettre en place plus que la réglementation nous demande, afin d'avoir un niveau optimal. Est-ce que les nouvelles technologies vous viennent en aide ?
Oui, mais oui, elles nous viennent en aide, mais la réglementation sécurité incendie est très réglementée, elle est très cadrée sur les textes, et elle n'a pas encore pris en compte toutes les évolutions technologiques, et on attend encore toutes ces petites améliorations qui vont énormément changer de choses, qui vont permettre aussi de pouvoir capter, par exemple, on pense aux caméras thermiques qui permettent de surveiller. Elles sont utilisées dans certains cadres, pas dans tous, et qui permettraient de surveiller, exemple, sur une zone de concert, sur un parc zoologique, sur une zone de stockage de nourriture pour les animaux, ou de foin forcément. Bien le sûr. foin est un vrai risque. Ouais. Et donc vous attendez une évolution à ce niveau-là pour pouvoir utiliser pleinement les nouvelles technologies qui existent déjà. c'est ça, parce qu'il faut que ça puisse être accepté pour que ça puisse être validé par des bureaux, des organismes de contrôle qui nous valident la fiabilité de nos installations. Rapidement, vous gérez l'organisation des exercices sécurité avec l'ensemble des services concernés et des entités extérieures. De quelles entités s'agit-il ? Tous les prestataires, ça peut être du prestataire de ménage, ça peut être des organismes de logistique, les chercheurs, leur livraison de matériel ou d'expérience. Ça rentre avec les différents services du muséum, ça rentre avec les différents services de laboratoire, de recherche, parce que dans un même bâtiment, on peut avoir 4 UMR différentes. UMR, pour ceux qui ne connaissent pas. Unité de recherche. D'accord. Et est-ce que là, il y a des exercices, justement, avec la BSPP qui sont réalisés ? Très régulièrement, oui. On est très, au Jardin des Plantes, on est très, très proche de la BSPP. On fait des exercices avec nos casernes voisines au moins une fois par an, parfois même un peu plus. D'accord. Grandeur nature ? En grandeur nature. Alors, vous ne faites pas l'évacuation des animaux ? On ne fait pas l'évacuation des animaux. Mais par contre, on a déjà eu des exercices, en effet, pour que la BSPP puisse elle-même s'entraîner à pouvoir protéger et gérer les animaux si, en effet, il y avait eu une évacuation des animaux. Parce que le risque animalier, c'est comme le risque des collections, c'est comme la préservation des œuvres. C'est une des valeurs. Bien sûr. C'est un des trésors du muséum. J'imagine qu'on n'évacue pas un tigre comme on évacue un lapin. C'est ça. Pour terminer, vous qui pratiquez la plongée sous-marine, est-ce que la sécurité incendie est plutôt à l'image de la fosse des Mariannes, c'est-à-dire profonde, avec peu de visibilité et beaucoup de surprises, ou plutôt comme l'eau claire d'un lagon tahitien ? Alors, on est vraiment au fond des Mariannes. Ouais. Non, on est vraiment au fond des Mariannes parce que la sécurité incendie, c'est, comme on le disait sur la partie universitaire, c'est vraiment les actions et le caractère et le comportement de chacun. Et dans nos petits bureaux, parfois, on se considère un peu comme chez nous, comme à la maison, et on fait un peu ce qui nous plaît. Et la sécurité incendie, c'est de rattraper tout le monde et de dire que y a des règles et qu'il faut toujours rattraper pour éviter l'accident, pour sensibiliser les travaux, pour dire attention, là il faut faire un sacrifice, là il faut se comporter comme ça. Et là on rentre vraiment dans du comportemental et dans du fait de la surveillance complète de tout le monde. Donc vous pensez qu'elle nécessite absolument de se structurer davantage pour faire face aux défis de demain ? D'évoluer parce qu'on attend l'évolution de la technologie, mais nos règles, la règle de base de la sécurité incendie, exemple, c'est la loi de 80, c'est les décrets de 80, c'est l'arrêté de 1980. Et 1980, c'était il y a 42 ans déjà. Maintenant. On a l'impression que c'était hier, mais non. Et oui, mais 42 ans, et en 42 ans, ça a évolué. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. On a des besoins, nos besoins même de maintenant ne sont plus les besoins d'il y a 2 ans. La crise Covid est passée par là et a fait changer énormément de choses. Ouais. Moi, j'étais pas né en 80. En tout cas, bravo pour ce joli modèle d'ascension professionnelle. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Allec. Merci Alexandre. D'être venu sur le plateau d'A News Sécurité. On se retrouve très vite. Merci à la prod et à la réal de cette Dream Team Agora qui fournit toutes ces émissions que vous pouvez voir en replay sur notre site. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Everbridge a été heureux de vous présenter l'émission Parcours.